Les vrais sujets. Les vraies questions. Les vrais débats. Les vraies affaires. Hey, salut, c'est Julien Mercure. Et Philippe Rioux. Bienvenue aux vraies affaires de cette version du 28 février 2014. Hey, avant de tomber dans les sujets plus chauds, plus d'actualité, faut quand même faire un retour d'abord sur les Olympiques. Je vais commencer en lançant ça en disant, as-tu aimé tes Olympiques? Ben oui, juste à cause que je pouvais les écouter sur Internet sans problème avec les applications de CBC / Radio-Canada. Espèce de voleur. Non, c'est pas vrai. Non, justement. Non, justement. Qui était vraiment fantastique, qui ont été encensés d'ailleurs à l'international et pour toutes les bonnes raisons du monde. Par rapport à la performance offerte par NBC aux États-Unis notamment, là, qui Oui. était vraiment subpar. Qui essayait pas même qui essayait vraiment pas dans le Es-tu fond, déçu qu'on n'ait pas eu d'attentat terroriste? Ben, c'est parce que j'ai l'air d'un cave là, de l'avoir prédit, mais non, ben je veux dire, oui, C'était quoi la question? Non, on l'avait pas prédit. Attention, on l'avait pas prédit. On avait eu une longue discussion quant à la possibilité qu'il y en ait, Ouais. et on disait qu'elle était relativement élevée. Cela étant dit, ça ne garantissait pas qu'il y en allait en avoir. Mais on sait pas, tu sais, on n'apprendra peut-être jamais des genres de descentes que les Spetsnaz ont fait dans du monde à Moscou ou ailleurs, tu sais, dans le sens qu'ils ont peut-être arrêté plein de gens juste par précaution. Ils ont probablement arrêté plein de oui, gens. ils arrêtent plein de gens par précaution tous les jours en Russie. Mais la petite particulièrement. histoire, en fait, qui a passé un peu sous silence au début des jeux, c'était l'avion, le gars qui a voulu détourner un avion pour se rendre. Ultimement, bon, ça a été tué dans l'œuf, mais on ne sait pas quelle ampleur ça aurait pu avoir si ça avait été porté à sa conclusion la plus logique. Écoute, est-ce que tu as apprécié le spectacle du hockey? Parce que ça se peut qu'on ne revoie plus ça là, dans les prochains Jeux olympiques. Moi, je crois jamais au bluff de Je la le NHL. sais, je le sais. Oui, j'ai bien aimé. C'est quelque chose que tu regardes la game de. Ben, je veux dire, la game contre les Américains ou même la game contre les Suisses, plutôt les Suédois. Tu oublies à quel point que c'est le meilleur hockey que tu peux voir. Tu regardes après la NHL puis tu dis waouh, c'est une coche en dessous de ça. C'est la crème de la crème qui est devant nos yeux. Là. C'est ça. C'était quelque chose. C'était juste beau de voir ça. Puis évidemment de gagner. Je me réjouis par contre du fait que la NHL a annoncé que la décision pour les Olympiques de 2018 va être prise plus rapidement qu'à la dernière seconde, comme c'était le cas pour ceux-ci. Là, c'est supposé d'être dans les 6 prochains mois. Donc, ça sera à suivre. Mais les Olympiques, cette année, n'ont pas été cléments pour les joueurs de la Ligue nationale. On pourra en parler notamment au DG, au propriétaire des Islanders de New York, qui a perdu John Tavares pour le reste de la saison. Oublie le DG des Islanders de New York. Demande à moi qu'il y avait John Tavares dans son pool. Mon pool, c'est fini. Là. Toi, tu as le don de nous ramener aux vrai. priorités. Non, mais c'est une catastrophe. Là. Oui, mais pour lui... Pour lui, c'est encore pire. Ultimement... C'est tout ce qu'il y avait dans Islanders, fait qu'il n'y a plus rien. C'est ça. Ben, il compétitionnait pas tellement, mais par contre, c'est vrai qu'il était très vocal. Hein, dès que c'est arrivé, comme de quoi qu'il trouvait que c'était ridicule, la participation. Bon, un propriétaire parmi tant d'autres, mais n'empêche que je pense que ça illustre que c'est jamais une conclusion donnée tout le temps que les joueurs vont y participer. Je suis un peu tanné. Honnêtement, j'ai hâte qu'au niveau de la NHL, ça arrête de faire l'espèce de « on réfléchit ». Ça devrait être un no-brainer que ces gens-là vont aux Olympiques. Ouais, mais du point de vue des fans, peut-être. Mais pas rien des fans. Stephen Harper, là, il appellerait les gars de la NHL et il dit « Hey, si on ne vous permettait pas aux Canadiens de la NHL d'aller aux Olympiques, nous, on n'aura pas la médaille d'or. Au hockey. Oui, mais personne d'autre va l'avoir. Oui, mais personne d'autre va avoir le droit non plus. Là. Je sais que le Canada, c'est le pays qui bénéficie le plus de ça, mais en même temps, je veux dire, c'est pour tout le monde. Là. T'as pas le droit d'avoir des joueurs à la Ligue nationale. T'as pas le droit, mais en même temps, ça empêche les meilleurs joueurs canadiens d'aller. Les meilleurs joueurs canadiens, ils jouent où? Dans la Ligue nationale. Non, je sais, je suis d'accord avec toi. Mais sauf que d'un point de vue business, par exemple, l'intérêt d'aller en Russie, c'était parce que c'était pour développer le sport puis faire compétition un peu, showcaser les joueurs de la Ligue nationale, faire compétition avec les Je pense que c'est vraiment un calcul très court terme et très vase clos de penser que la participation aux Olympiques des joueurs de la NHL n'est pas rentable pour la NHL. Je pense que c'est complètement ridicule de penser ça. C'est une des rares fenêtres internationales at large que la NHL a. Là. Oui. C'est à peu près la seule. Oui, mais c'est le calcul qu'il faut qu'ils fassent quand même. Puis quand on parle de la Corée du Sud, c'est loin d'être un marché. Non, mais on s'en fout du marché où est-ce que ça se passe. C'est pas ça important, c'est le marché de diffusion qui est important. Là. Et c'est un des seuls moments que
le hockey devient l'affaire la plus regardée aux États-Unis parce que c'est dans les Olympiques. OK, regarde, je vais arrêter de faire l'avocat du diable. Je suis un peu d'accord avec toi, en fait. Là. Ultimement, mon point, c'est juste de dire que je peux comprendre quand même la pertinence de la réflexion qu'ils ont. J'aimerais qu'ils arrivent constamment à la conclusion que c'est une bonne idée, mais je respecte le fait qu'ils le fassent à chaque fois. Je comprends le monde qui disent que la crème glacée au chocolat est meilleure que celle à la vanille, mais ils ont tort, hein? Fait que c'est ça. Écoute, j'aurais pas pu mieux dire. Juste pour terminer sur les Olympiques aussi, moi je veux quand même revenir sur Alex Harvey dont on a parlé brièvement la semaine passée. Je sais, je veux pas m'acharner sur son cas, mais je pensais pas qu'il pouvait trouver un autre élément sur lequel fesser par rapport aux Olympiques. Et là, il a terminé ça avec une déclaration sur le dopage. À mot couvert, je vais lui donner le fait qu'il a très bien réussi à passer son message sans dire les mots comme tels. Mais essentiellement, il a eu une piètre performance lors de la dernière épreuve parce que c'était tellement difficile que ça avantageait les Russes saucés. Alors, écoute, quand c'est comme le 100 mètres, hein? C'est tellement difficile que ça encourage ça encourageait Ben Johnson. Je trouve juste que c'est un peu dommage En tout cas, c'est décevant comme réaction. Je pense qu'il devrait prendre un peu de temps pour lui-même, chez eux, prendre un bain chaud, puis réfléchir. Bon, moussant ou pas? Ben oui. Bon. Alors voilà qui conclut en fait les Olympiques de Sochi qui ont quand même été ultimement, je pense, bons pour la Russie. Parce que on a vraiment... Si tu le divises pas par le coût, oui. Oui, non, oublions le coût, OK? Mais par contre... Oublions les 20 milliards de trop. Les 30, 40 milliards de trop. Je veux dire, les Jeux de Londres, c'est des jeux d'été, ils ont coûté 12 milliards. Les Jeux d'hiver, ça, ils ont coûté 50. Là... C'est mongol. Mais c'est non. Mais bref, par contre, on a quand même, bon, comme on dit, il n'y a pas eu d'attentat. On a quand même relativement peu parlé des fameuses lois anti-gays russes. Ça a clairement été les Jeux qui ont amené le plus de visibilité à la cause gay, mais on a plus justement fait la promotion de cette cause-là, plus que de constamment rappeler à quel point en Russie ils sont oppressés. Et excepté l'épisode avec Pussy Riot et les Cosaques russes qui les ont fouettés dans les rues, ça, PR, au niveau du PR, c'était pas excellent. Mais n'empêche que... C'était tellement russe, cette scène-là. Il n'y avait rien de plus russe que cette scène-là. Oh, des Cosaques, man. Oui. C'est comme si quelqu'un se ferait battre par des bâtons de hockey ici. Là. Je veux dire, c'est... caricatural. En sortant d'un Tim Hortons. C'est ça. Exact. Donc, espérons donc que la Russie bénéficiera un peu de ces jeux-là parce que financièrement, ça ne sera pas le cas. Non. Bon, donc, ramenons-nous à la scène plus québécoise. Budget. On a peu eu l'occasion d'en parler la semaine passée parce qu'on n'avait pas le don de clairvoyance qui nous permettait de le voir avant qu'il sorte. On voit pas dans le futur, on s'excuse. Ouais, désolé. Mais maintenant, là, on a eu l'occasion de réfléchir un peu là-dessus. Moi, je voulais avoir ton opinion sur deux des aspects principaux du budget, c'est-à-dire l'augmentation des tarifs des garderies de 7 à 9 $, et la proposition qui a été faite de modifier le financement du système de santé pour passer à un financement par patient plutôt qu'un financement par établissement. Qu'est-ce que tu en penses? Premièrement, pour les garderies, je pense que c'est intéressant. Écoute, ça fait depuis 2004, je pense, qu'il avait été gelé à 7 $. La notion de gel de tarifs, là, c'est jamais une bonne idée dans le système économique qu'on vit, là, dans le sens qu'il y a de l'inflation. Là. Si tu n'inclus pas l'inflation, il va falloir un moment donné que tu augmentes le prix pour balancer tes affaires. Ou à l'inverse, en fait, c'est que promettre un gel de tarifs dans le contexte justement économique qu'on a, c'est essentiellement en fait s'engager à une diminution graduelle. C'est ça. Et là, si on veut garder la valeur réelle dans la participation des parents, il faut augmenter les coûts de garderie. Donc là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça monte à 8 en septembre, ça va monter à 9 plus tard, l'année d'après. Ouais, le chiffre à retenir, c'est 9. Ensuite, il va y avoir un multiplicateur par année de genre 1,5%. Une indexation. C'est ça. Puis l'augmentation de 8 à 9, c'est à cause qu'on a arrêté pendant tout ce temps-là, à cause que ça a été gelé. Donc, honnêtement, je trouve que c'est une bonne manière de faire pour ramener ça à quelque chose qui fait du sens. C'est jamais le fun, mais bon. Il était temps, puis même si, je m'identifie un peu plus de droite, j'aime pas le fameux argument de certains, justement, défenseurs de la droite qui disent « Oui, mais on est tellement encore loin du coût réel que ça représente pour l'État, chaque personne. » Oui, là. Je comprends, mais à un moment donné, il faut prendre les changements quand ils passent et ne serait-ce que on rattrape le retard occasionné par un gel des tarifs, c'est toujours au moins une bonne nouvelle. C'est pas ce que j'aimais dans cette annonce-là, c'est que c'est pas électoraliste dans le sens que, tu sais, on augmente un tarif, mais en même temps, il y a une bonne raison derrière ça. Donc, je pense que c'est overall une bonne décision, peu importe qui l'aurait pris.
c'est une décision qu'il fallait prendre et je pense que ça va assurer la viabilité à long terme du système. En fait, les gens, éventuellement, vont être bien plus à l'aise à une augmentation minime du prix par année plutôt que $1. En fait, je m'attends fermement à ce que, maintenant que l'idée est dans le domaine public et qu'elle a été annoncée par le PQ, si, God forbid, il y avait un changement majeur de tendance lors des prochaines élections provinciales et ce n'était pas le PQ qui rentrait au pouvoir, ils feraient la même chose. Je pense que ça serait sur leur budget suivant s'ils ne faisaient pas juste de le garder tel qu'il a été annoncé. Disons, le dogme de ne pas toucher à ça a été brisé. La glace a été brisée. Exact. Maintenant, on procède. Tant mieux d'ailleurs. Briser des dogmes, des fois, ça fait du bien. Ça m'a fait du bien qu'il n'y ait pas trop de monde qui ont viré leur bobette en l'envers par rapport à ça. Là. C'était quoi l'autre déjà? Le financement du système de santé par patient. Le financement du système de santé, c'est une problématique plus... c'est gros, là. Mais notre système, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire pour l'améliorer ou streamliner son fonctionnement. Et je pense que c'est sûr que de mettre l'argent où le patient va, c'est bien. Parce qu'il faut savoir que la manière que les hôpitaux fonctionnent, c'est qu'ils ont comme une espèce de argent qui est planifié sur le nombre de patients qui ont eu l'année d'avant. Et ils reçoivent un montant X d'argent et ils se doivent de le dépenser peu importe ce qui arrive. Pour le garder, en fait, pour l'année d'après. Pour le garder pour l'année d'après. Ce qui est profondément ridicule après 2-3 ans quand tu penses à ça. Là. Mais tu sais, le pire, c'est que l'on se permet de dire que c'est profondément ridicule, mais c'est pas juste dans le système de santé que ça fonctionne comme ça. Là. Non, je pense que les commissions scolaires, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Le concept de dépenser le budget au complet durant l'année pour être sûr d'avoir la même affaire au minimum l'année d'après, c'est ridicule, mais c'est répandu. Là. Oui, c'est un principe. Mais encore là, s'il y a un ministère que ça vaut la peine de faire ce genre de manipulation-là comptable pour faire des économies, c'est bien le système de la santé. C'est la moitié du budget. C'est ça que j'allais dire. Il faut faire des efforts, il faut essayer des affaires, il faut prendre des décisions. Donc, je pense que c'est une bonne idée que l'argent suive le patient dans le sens que c'est pas à l'hôpital de dire « Ah, je suis supposé d'avoir 100 patients en oncologie, mais là, j'en ai juste 90. » Mettez donc l'argent par rapport à la tête de la personne, peu importe où est-ce qu'elle va, puis ça va bien aller, là. Mais moi, en fait, je me réjouis que, même si on ne parle pas encore ouvertement d'une implication plus grande du privé dans la santé, je me réjouis quand même que l'on soit créatif un peu dans les solutions qu'on apporte. Parce que, écoute, ça fait pendant 10 ans, là, à chaque fois qu'on pensait régler le problème de la santé, là, on annonçait au budget plus d'argent. Juste plus d'argent. Juste plus d'argent. Ça tombait dans le système de santé, là, c'est la pluie. Make it rain, comme ils disent aux États-Unis. Mais maintenant, au moins... Écoute, je ne suis pas nécessairement assez connaissant pour pouvoir savoir quel va être l'effet réel de cette mesure-là sur le système de santé puis sur le service aux patients. Mais je suis quand même content de voir qu'il y a une façon différente de penser à ce problème-là. Puis peut-être que ça va nous permettre encore de briser des dogmes puis de commencer à nous permettre de remettre en question les modes de financement puis les organisations des systèmes qu'on a au Québec qui sont sacro-saints. Il y a un autre... Tu me parlais de privé dans le système de santé, puis moi, je suis profondément en désaccord. En fait, moi, le moins qu'il y a de privé dans le système de santé, plus je suis content. Pas pour des raisons... c'est que pour moi, il faut qu'il y ait un alignement de la mission du système de santé. Quand tu as une business privée, la mission d'une business privée, c'est faire de l'argent. Et dans le système de la santé, je pense pas que c'est une bonne idée dans le sens que, ultimement, un système de santé, son but final, c'est qu'il n'y ait pas de patients. Ce qui n'est pas bon pour la business. Alors, intéressant. En fait, c'est une source de beaucoup de... Aux États-Unis, c'est tout ça le problème, en fait. Là. Personne aux États-Unis dans le système de santé a avantage que personne soit malade. Pense à ça, là. C'est une roue qui tourne, qui prend avantage de la maladie des gens. Et une des facettes de ça que j'avais commencé une discussion par rapport à ça, c'était une proposition de Québec solidaire. Fait que j'ai décidé, les bonnes idées de Québec solidaire, on va y sortir puis on va en parler. Ça va leur faire du bien. Oui, parce que ultimement, Québec solidaire n'a aucune chance de prendre le pouvoir. Fait qu'il faut au moins qu'on récupère leurs bonnes idées, sinon ils ne servent à rien. Exact. Ben là, c'est vrai, là. Bref, il parlait de faire quelque chose qui s'appelle Pharma Québec. Parce que c'est quelque chose, tu parlais de dogme et de manière de fonctionner qu'on ne pense pas. Mais tu vas dans un établissement de santé public, tu rencontres un médecin public, tu rencontres une infirmière publique, il te fait une prescription. À partir du moment que tu as une prescription, que tu retournes chez vous, je ne parle pas d'une prescription à l'hôpital, mais une prescription chez vous, tu es obligé par notre système qui est installé, puis qu'on des fois on ne réfléchit pas, tu es obligé d'aller dans une pharmacie privée. Tu es obligé de rentrer dans un Jean Coutu. Tu es obligé de traverser le gauntlet de machines, de patentes faites pour te faire des achats impulsifs, pour aller au bout, pour rencontrer un pharmacien qui est payé par une business privée qui fonctionne
par défaut, ou disons c'est comme ça que ça marche, fonctionne par la maladie des gens qui viennent du public, qui viennent d'un système public, qui sont payés par ou bien des assureurs privés pour les gens qui ont des assurances privées, mais ultimement, ils s'en foutent, ou par les assurances publiques. Et c'est les chars que ces pharmaciens-là, que ces propriétaires-là ont, sont payés par l'argent du public. Là. Il n'y a aucune raison pourquoi on ne pourrait pas faire un système que, hey, on te donne une prescription à l'hôpital, mais dans le fond, où est-ce que tu vas chercher ta prescription? C'est un petit comptoir qui s'appelle Pharma-Québec. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas grand-chose d'autre à part un comptoir avec des pharmaciens. Des médicaments. Puis on te donne, c'est ça qu'il y a. on te donne les médicaments essentiellement au cost, parce qu'on n'a pas intérêt à faire de l'argent là-dessus, parce que c'est ça. Est-ce que tu mets de la médication over-the-counter aussi en même temps dans ces endroits-là? Oui. Aussi? Non, mais je te demande. Là. Oui, mais c'est ça. toi qui en parles. C'est ça la logique que je veux amener, que on n'y réfléchit pas, mais les pharmacies privées au Québec, les Jean Coutu, les Uniprix, les Pharmaprix, c'est quelque chose qui est installé, mais qu'on ne réfléchit pas vraiment, mais que c'est une grosse inclusion du privé dans ce système-là. Et je trouve ça dommage qu'on ne réfléchisse pas que les profits engendrés par ces pharmacies-là dépendent de notre système public. C'est intéressant. En fait, ça, comme je disais, en fait, ça rentre dans le fait que on ne se permet pas de repenser la façon dont nos systèmes sont organisés. Pour faire un lien avec un autre élément de l'actualité, c'est le même principe un peu avec ce qu'on est en train de découvrir dans la commission Charbonneau. C'est-à-dire que ça met au jour des façons de fonctionner mauvaises, mais ultimement, c'est même pas ça le point. C'est surtout que ça doit nous servir de wake-up call, si tu me permets l'expression, pour remettre en question. Je te dis, ultimement, moi, j'ai déjà dit que mon principal souhait, là, ce serait qu'au Québec, on se permette de repartir à zéro pour chacun des grands éléments organisationnels qui ont été décidés lors de la fameuse Révolution tranquille, ne serait-ce que pour réarriver à exactement la même conclusion. Ça ne me dérange pas, mais se permettre de repartir tellement à zéro que tu remets tout en question, quitte à revenir à la même conclusion. Je ne pense pas qu'on va arriver à la même conclusion. Ça, c'est mon opinion. Et ça traverse les limites de la privatisation ou la nationalisation. Je pense qu'il y a des domaines qui valent la peine d'être nationalisés, autant que je pense qu'il y a des domaines qui valent la peine d'être privatisés. Plus j'y réfléchissais au niveau de la privatisation, la SAQ, là, la SAQ, là, c'est quand tu penses à ça, pourquoi on met pas juste genre des taxes sur l'alcool puis on dit free for all? Ça revient pas au gouvernement, la taxe? Réfléchis à ça, là. Autant que la bière ou... Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un monopole public pour le vin alors qu'on pourrait juste installer une taxe? D'ailleurs, est-ce que tu as vu l'article qui est sorti récemment concernant la SAQ? T'as-tu suivi ce dossier-là un peu? Parce que tu m'amènes sur ce dossier-là. La SAQ vient d'annoncer qu'ils vont avoir des coupures importantes au niveau de leur personnel et de leurs heures d'ouverture. Watchez-là, ça s'en vient. Là. On n'aura plus de... Tu sais, des SAQ qui ferment à 5 heures, tout le temps. Et parce que c'est issu du plan d'affaires de la SAQ qui était d'éliminer les vins de bas de gamme et de forcer les gens à acheter des vins plus chers. C'est ça le modèle d'affaires. Le vin bas de gamme, il va aller où dans les épiceries? Il n'y en a plus. Je veux dire, la SAQ, là, maintenant, je veux dire, il n'y en a plus dans la province ou dans la SAQ? Là? Dans les SAQ, non, il y a du vin encore au dépanneur là, dans les épiceries. Là. C'est pour ça que je te dis. Mais dans la SAQ, un vin en bas de... quasiment en bas de 20$, là, il n'y en a plus tant que ça. Oui, il y en a, là. Mais... Il y en a plus tant que ça parce que c'est pas ça qu'ils veulent que tu achètes. Okay. Le modèle économique de la SAQ veut te faire acheter du vin plus cher parce que c'est sur lui qu'ils font plus de profit, c'est normal, mais ça marche pas. Ils se rendent compte qu'il y a eu une baisse importante du volume vendu dans la dernière année et plutôt que de revoir leur stratégie, ils coupent dans la main-d'œuvre, ils coupent dans les heures d'ouverture et ça c'est un cercle vicieux. Mais tu vois la problématique tortueuse que cette société d'État-là se ramasse à faire une business de vente du vin. Parce que c'est quoi sa mission à SAQ? Là? Quand tu réfléchis à ça, là, c'est pas comme un système de santé que c'est de garder les gens en santé. Ça, c'est clair. Mais la SAQ, c'est quoi? C'est faire de l'argent, c'est de vendre du vin, c'est de favoriser la culture du vin. C'est juste faire de l'argent. Tant qu'à faire de l'argent, on pourrait vendre la gravelle aussi. Là. Je veux dire, si c'est rien que ça. Là. Moi, je me rappellerai toujours une entrevue que j'avais entendue avec une représentante de la SAQ, justement, qui était à la radio et qui s'était fait poser la question suivante. Pourquoi tous les vins, ou presque, qui sont, mettons, en bas de 50$ en termes de prix, là, sont moins chers au LCBO en Ontario qu'au Québec?
Puis elle avait été super candide et elle avait dit la chose suivante. Ben nous, à la SAQ, on booste les prix des vins bas de gamme pour faire plus d'argent dessus, pour faire moins de marge sur les vins en haut de 50$. Fait que si t'achètes des vins chers, on fait moins d'argent sur ton dos parce qu'on fait plus d'argent sur le dos du monde qui achète des bouteilles à 20$. Ouais, ok. Ouais. On booste ces prix-là pour pouvoir offrir des rabais sur les vins plus haut de gamme. Puis rendu là, tu te dis, hey, on ouvre-tu le marché puis on met une taxe? Je veux dire, on augmente la taxe au pire. Là. Pour disons, wrap it up un peu justement, ça en revient effectivement à ça. C'est de dire, on se permet pas de remettre en question plusieurs des modèles qui ont été décidés. Parce qu'à chaque fois que tu parles d'une remise en question puis de dire, hey, on pourrait-tu faire d'autres choses, on pourrait-tu le faire autrement? Et là, t'as peu, wow, ça marche bien. Mais non. C'est ça qui est plate parce que quand on parle de ces systèmes-là, ça revient toujours à l'argument de privatiser versus nationaliser. Mais encore là, ça dépend de quoi on parle. Ça vaut peut-être la peine de nationaliser l'électricité ou genre les chemins de fer, des trucs fondamentaux qui le backbone de notre société ou notre fonctionnement économique. Mais le vin, je veux dire, c'est un marché comme un autre, là. Oui, c'est un drogue, entre guillemets, mais je veux dire, c'est pas si différent que ça que plein d'autres affaires, là. Et je trouve ça plate que les gens disent « Ah, je veux privatiser la SAQ. Ah, t'es pour privatiser tout. » Non, je suis pour déprivatiser les pharmacies puis déprivatiser les dentistes. Il va pas me dire que je suis pour la privatisation. C'est comme si, quand tu dis le mot privatisation, tu te peintures dans un coin. Oui, puis quand tu dis nationalisation, ben, tu te peintures dans un autre coin. Puis je trouve ça plate que... Puis qui parlait de ça récemment. En fait, c'était Mathieu Bock-Côté qui parlait de la dogmatisation, dans le fond, de nos débats ici au Québec. Je veux dire, c'est partout comme ça, là. Mais peut-être qu'on est pire qu'ailleurs pour des raisons historiques ou je sais pas. C'est le sang latin. Peut-être. Mais je pense que ça serait intéressant de remettre en doute, comme tu as dit, plusieurs systèmes de fonctionnement, que ce soit public ou privé, là, au Québec. Exact. Hey, écoute, on va passer à notre troisième sujet. Une loi qui malheureusement est en tout cas mise pour l'instant sur la glace. Pour toutes les mauvaises raisons. Ouais. En fait, honnêtement, c'était on parle de la loi 52 sur l'aide médicale à mourir. Un des rares projets qui était multiparti, là, qui impliquait essentiellement tout le monde et qui a été mis sur la glace pour des procédures parlementaires. Là. Ultimement, c'était parce que ça l'a... En fait, c'est pour des gens qui ont peur du jugement de Jésus la nuit, qui ont décidé de demander un délai. Soyons honnêtes. Écoute, c'est Philippe Couillard qui a quand même mené l'offensive, entre guillemets, de dire non, on va prendre le temps d'en débattre. Le temps, ça fait combien d'années qu'on travaille là-dessus? Ça fait genre 5 ans. Pour vrai, ça fait genre 5 ans que ça tourne. Je comprends, mais je serais pas prêt, à la lumière de ça, à caser Philippe Couillard dans le camp des gens. Pas Philippe Couillard. Une partie, parce que la base électorale du Parti libéral, c'est difficile à définir. C'est large. Mais une partie de sa base électorale n'aime pas du tout ça. Les grosses oppositions, le peu, entre guillemets, d'opposition que ce projet de loi-là a, il se retrouve essentiellement dans le Parti libéral. C'est pas surprenant que ça vienne du Parti libéral, ce genre de choses-là. Mais ultimement, ça va passer, là, parce qu'on est d'accord. Là. On est d'accord à 80% là, sur qu'est-ce que ce bill-là je serais quand même curieux. Je serais quand même curieux de savoir quel est le véritable taux d'approbation de la loi telle qu'elle est formulée ou discutée présentement. Parce que c'est un bel exemple d'un endroit où le verbe de la loi peut faire toute la différence. Quand tu parles à quelqu'un puis tu dis « Hey, il me semble qu'on devrait pouvoir permettre à cette personne-là de mourir dignement puis de choisir un peu la façon dont ça se termine », c'est vrai qu'il y a un haut taux d'approbation. Mais là, quand tu rentres dans les détails, quand tu rentres dans tous les cas possibles et imaginables, là, tu vas trouver un peu plus d'opposition. Mais c'est ça qui est bizarre avec cette loi-là, c'est que cette loi-là ne change rien dans la pratique réelle. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle valide la pratique qui existait déjà dans les hôpitaux. Je suis pas d'accord. Parce que, je parle d'une expérience un petit peu plus personnelle. Là. Récemment, j'ai perdu ma grand-mère. Et oui, ce qui existe, c'est qu'à un moment donné, tu arrives des suites d'une longue maladie. Donc, je veux dire, vers la fin, c'était le temps pour elle de passer à autre chose, littéralement. De passer à rien d'autre. Et quoi qu'on ne sait pas. Je me prononcerai pas là-dessus. On verra. Mais le point étant qu'à la fin, ça a été un arrêt des procédures, un arrêt des initiatives qui étaient prises pour aider ou pour régler les problèmes. Mais il n'y a jamais eu une aide médicale pour mourir. Même si on en avait fait la demande, on n'aurait jamais osé, là. Mais même si on avait fait la demande,
on n'aurait pas pu. Mais souvent, c'est que ces demandes-là sont faites par le patient lui-même. Dans ce cas-là, c'est impossible. Le patient est peut-être pas en mesure de formuler ça, mais d'un autre côté, s'il n'est pas nécessairement en mesure de formuler ça, il n'est peut-être pas en mesure de réaliser la problématique de sa situation. T'sais. Non. Ce que j'aimais pas dans les arguments contre ça, c'est qu'il y avait des gens qui parlaient de jouer à Dieu. Pis ça. Puis il y a une affaire pas qui me fait rire, mais que je trouve vraiment absurde dans cet argument-là, c'est que quand on laisse quelqu'un mourir, ou quand on, entre guillemets, tue quelqu'un avec des drogues parce que ça n'a pas de bon sens, ses souffrances, on joue à Dieu. Mais quand on le maintient en vie avec d'autres médicaments puis d'autres machines, on ne joue pas à Dieu. Alors, un arrêt de traitement pour ces gens-là, c'est jouer à Dieu. Et là, tu vois que ce qui est problématique envers ces gens-là au niveau de leur notion de qu'est-ce que la vie et la mort, c'est que c'est tellement injuste qu'on meurt, puis c'est tellement injuste qu'on souffre. Puis quand le système n'est pas capable d'enlever la souffrance puis la mort, ben c'est la faute au système. Puis ils ont de la misère à accepter ça. Ils ont de la misère à utiliser le système de santé et nos technologies pour réellement faire du bien au lieu de juste tenir quelqu'un en vie pour le tenir en vie. Et il y a les mêmes problématiques, parce qu'il y a des traitements en fin de vie, mais l'autre affaire qui va s'en venir, je pense, dans cette logique-là, c'est tout ce qui a rapport aux enfants très prématurés. Parce qu'il y a le même genre de problématique là-dedans. Hein. Il y a des enfants que en 1920, ils naissent et que ça aurait été game over. Là. Ils sont nés à 23 semaines. Ça marche pas. Là. Ouais, quand tout le monde dans les années 20 m'a dit une couple d'affaires, oui, c'est vrai pour ça. Mais particulièrement ça. Mais là, aujourd'hui, parce qu'on peut le faire, on les plug sur des machines, on leur fait vivre dans un utérus artificiel avec nos technologies et on croise les doigts que ça va bien. Mais ça, on joue pas à Dieu, ça. Mais ça, c'est fun. Mais l'argument de jouer à Dieu, en fait, c'est une vision. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous bénéficions au Québec, et au Canada en général, mais au Québec en particulier, d'une vision singulière de Dieu, c'est-à-dire celle du catholicisme, et une version du catholicisme. Aux États-Unis, ils ont la chance d'avoir une panoplie de façons différentes de faire référence à Dieu et à ce qu'il veut. Et on dirait que pour nous, jusqu'à temps que la personne soit morte, ce n'était jamais le plan de Dieu qu'elle meure. Okay, ouais. Mais quand elle est morte, ça l'était. Ouais. Mais on n'accepte pas une vision un peu plus déterministe de Dieu, c'est-à-dire que, essentiellement, ton destin est déterminé par Dieu à ta naissance, entre guillemets. Puis, à ta naissance, là, lui, le gars d'en haut, là, il sait déjà quand tu meurs. Mais ça inclut aussi la fameuse aide médicale à mourir. S'il savait, là, c'est parce qu'il savait que le gars il allait te mettre une aiguille dans le bras et tu allais mourir là. C'est une façon... Imagine Dieu genre qui est comme en panique. Là. C'est comme « Hey, wow, vous venez débrancher, ouais. » Là, il était prévu de mourir dans 2 mois, qu'est-ce que vous faites là? Voyons donc, repluguez-le. Il est supposé d'y rester 2 semaines. Là. Hey, voyons. Ça faut mon compte. Imagine le nombre de fois qu'on fourre Dieu dans ses plans, dans nos vies et nos technologies. L'argument de on joue à Dieu, moi j'utiliserais pour ça l'expression en anglais « that ship has sailed ». L'être humain joue à Dieu depuis un maudit bout de temps. Ça fait... il faudrait faire notre paix avec ça. Là. Ou sinon, revenir en arrière. Il y a un recul à faire. J'avais dit No God, only man ». Dans l'expression qui veut dire arrête de réfléchir à ce que Dieu peut-être veut ou qu'il pense. Ou réfléchis à qu'est-ce que les gens autour de cette personne-là qui est malade, qu'est-ce qu'elle aussi... Parce que c'est un gros manque de respect vers la personne qui est dans les bottines d'une personne qui souffre. Tu marcheras dans les bottines de quelqu'un que ça fait 3 ans qui est malade, puis qui souffre, que ça n'a plus de bon sens, puis qui voit la fin arriver. C'est-tu mieux de le laisser mourir dans ses excréments, à mourir au bout de souffle, ou de lui donner une espèce d'atterrissage en douceur avec de la morphine? Honnêtement, là. Oui, et c'est quelque chose qui était très... C'est quelque chose qui est fait dans les hôpitaux depuis toujours, dans le sens que le patient, le médecin, puis la famille regardent ça et ils disent « Hey, là, ça n'a plus de bon sens. » Puis le monde se regarde et ils disent « Est-ce qu'on arrête ça? » Puis tout le monde fait « Hey, sérieux, oui. » Il n'y a pas de crime causé là-dedans. Là. Il n'y a rien d'illégal au niveau moral. Il n'y a rien d'amoral fait là-dedans. Là. C'est plein de gens qui se décident « Hey, c'est une souffrance inutile. On utilise une technologie pour allonger la vie, mais si on l'utilise pour diminuer les souffrances, même la souffrance terminale, là, c'est pas correct. » Oui, mais justement, tu viens de mettre le doigt dessus. En fait, c'est quelle priorité doit être en premier? Diminuer les souffrances ou prolonger la vie? Puis des fois, ces objectifs-là sont ensemble, oui, mais des fois, ils sont contre. Mais quand ils sont contre, il faut que tu choisisses un
par rapport à l'autre. Puis souvent, ça revient dans le désir du patient. Là. Si quelqu'un là, qui souffre à mort puis qui dit non, moi je vais me battre jusqu'à la fin, puis ça va être ça que je vais faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous dire, OK, go. Mais si quelqu'un dit hey, là, ça n'a plus de bon sens, je veux dire, c'est ma vie, c'est de la merde, j'ai plus de qualité de vie, j'ai rencontré ma famille, je les ai appelés, c'est comme we're done here. Que ça soit d'y injecter de la morphine ou dépluguer une machine, là, pour moi, ça fait pas de différence. Je vois pas vraiment la différence entre enlever une intervention ou d'en rajouter une. Mais là, attention, là, il y a des gens qui voient une différence majeure là-dedans. Quand on parle de quelqu'un qui inévitablement va mourir dans les prochains jours et qui est dans une souffrance extrême, je ne vois pas de différence. Oui, mais je comprends que tu n'en vois pas. Je te dis juste que la problématique liée à la loi 52, elle est là. Il y a des gens qui voient une différence et c'est que cette loi-là vient franchir cette barrière-là. Mais c'est un peu triste, mais je vais leur dire, ben écoutez, on s'en reparlera quand vous serez dans leur bottine à ces gens-là qui sont au bout de la route puis qui sont dans des souffrances atroces. On s'en reparlera. Parce que c'est bien facile d'arriver à l'Assemblée nationale puis sortir ces trucs moraux, religieux, puis dire « Ah là, c'est pas correct parce que Jesus, là, quand j'étais jeune, ils m'ont dit qu'ils n'aimeraient pas ça, nanana. » C'est bien facile de dire ça. Mais quand tu es dans la situation que tu es à l'hôpital puis que tu vis ces affaires-là, c'est une autre game. Là. Et je pense que cette loi-là a été forgée dans l'expérience pratique des médecins et des familles de patients qui sont dans ces situations-là. Et je pense que c'est pour ça que cette loi-là est particulièrement bonne et qui est allée chercher une certaine forme de consensus. Écoute, les gens qui ne sont pas d'accord, on n'ira jamais les convaincre. Non, écoute, regarde, je suis d'accord avec toi. Je ne ferai pas semblant de ne pas être d'accord avec toi. Je te dis juste que ça ne me surprend pas qu'il y ait davantage d'opposition à ça, même qu'elle soit sous la forme, comme tu dis, d'une influence de la base électorale sur les procédés parlementaires. Obstruction subtile. Mais le point est que c'est jamais aussi simple que ça lui paraisse, parce que cette loi-là vient justement franchir une barrière psychologique que beaucoup de gens ne sont pas prêts à franchir, même si dans les souliers de ces personnes-là, ils seraient prêts à le faire. Donc, cela va clore ce sujet-là. Nous sommes sur la fin. Alors, je veux juste finir, comme d'habitude, avec ma suggestion pour la Première Guerre mondiale de la semaine. Cette semaine, je me suis préparé, comparativement à la semaine passée. Et je change de registre. Écoute, je le gardais en background, cette suggestion-là. C'est un film qui s'appelle The Lost Battalion. C'est c'est un film très peu connu, en fait, là, qui est sorti en 2001 et que j'ai découvert... Lorsque j'ai suivi un cours à l'université justement sur la Première Guerre mondiale, le professeur nous l'a fait écouter. Et c'est surprenant parce que des films qui mettent en scène des combats de la Première Guerre mondiale, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que la Deuxième Guerre mondiale. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. C'est comme en 95, il y avait moins de GIF produits qu'il y a en ce moment. C'est ça. C'est technologie. Donc, mais c'est pas juste ça. C'est juste que la Première Guerre mondiale, loin d'avoir le sex appeal hollywoodien de la Deuxième Guerre mondiale, puis la quantité de storyline est pas la même. Mais n'empêche que c'est un bon film pour voir un peu quelle était la réalité des soldats lors de la Première Guerre mondiale, découvrir une facette un peu différente. C'est sûr que ça suit un bataillon américain, donc c'est en 1918, vers la fin. Les Américains sont arrivés sur le tard lors de la Première Guerre mondiale. Mais ça vaut vraiment la peine de découvrir. Ça a quand même une bonne note sur IMDb, sur Internet. Donc ça s'appelle The Lost Battalion. C'est avec une tralée d'acteurs absolument pas connus, là. Je veux dire, attendez-vous pas à avoir des gros noms là, ou quoi que ce soit, là, mais ça vaut la peine. Mais tu sais, le cook, c'est George Clooney. Ouais, non, mais on le voit dans le fond. Là. Puis il meurt vite. Non. Mais donc, un petit film pour découvrir ce conflit-là. Un petit film plus fiction que historique, mais quand même. Alors sur ce, comme nous avons terminé, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter et à souhaiter à nos auditeurs bonne semaine. Hey, si vous avez des questions, des commentaires ou des menaces, c'est lesvraiesaffaires@gmail.com. Et si vous êtes sur Reddit, on vous invite à venir dans notre forum de discussion qu'on va publier chaque vendredi dans le subreddit de Québec. Vous êtes tous les bienvenus. Et aussi, évidemment, si vous trouvez ça intéressant, on vous invite à vous abonner à notre canal YouTube et évidemment aussi à répandre la bonne nouvelle à votre entourage, à vos amis, à vos parents. Plus cette émission-là est écoutée, plus ça nous permet d'interagir avec vous et aussi de répandre nos opinions que l'on considère, je crois, somme toute intéressantes. En toute humilité. Bien sûr.